Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler avec mon invité JCK qui va se présenter juste après. On va parler d'une question très intéressante selon moi, c'est faut-il s'émanciper de ses instincts animaux? Alors je te laisse te présenter JC, vas-y. Ouais, merci Louis. Jean-Charles Kurdali, j'ai 32 ans et je me définirais aujourd'hui comme créateur de contenu, entrepreneur et auteur d'un livre sur la vie intentionnelle. Que tu n'as pas sorti d'ailleurs comme qui est pas encore sûr, ça dépend quand ta vidéo sort ensuite, mais ça sera en septembre 2023. Ouais. Et ouais, donc je suis quelqu'un qui s'intéresse pas mal à l'entrepreneuriat, à la philosophie, à la psychologie. Et globalement, mes activités, du coup, c'est d'écrire, de lire, de réfléchir et de discuter avec des gens intéressants. Je dirais que j'aime bien qualifier par les activités que je fais au quotidien. D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, dis-moi, ta communauté, elle est grande, elle est petite, elle est comment un petit peu, histoire que les gens aient une petite idée quand même. Ça dépend, tout ça c'est relatif. Au final, aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux cumulés, je dois avoir entre 30 et 40 000 personnes qui me suivent, autour des 35 000 je dirais. Et du coup principalement aujourd'hui sur LinkedIn et via ma newsletter personnelle. Okay. C'est là où je suis le plus connu. Ok. Tu mettras des liens en description pour que vous puissiez aller le suivre, c'est super intéressant ce qu'il écrit et ce qu'il raconte. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. Donc super intéressant, merci pour cette description rapide. Donc du coup je te propose qu'on commence dès maintenant avec la première question, c'est pour toi, est-ce qu'il faut lutter contre sa nature animale? Est-ce qu'il faut s'en émanciper? Ouais. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est une des questions principales en fait, un des enjeux principaux qu'on a en tant qu'être humain. Et certes, on est des animaux, mais je considérerais qu'on est l'animal qui a réussi le plus, pour diverses raisons qu'on va pouvoir développer, à dépasser son animalité. Alors, on pourrait dire même en rigolant que si on avait, ou pas en rigolant d'ailleurs, que si on n'avait pas réussi à dépasser cette animalité, on ne serait jamais sorti d'Afrique il y a fort longtemps. Et on n'aurait jamais traversé les océans, on n'aurait jamais eu cet esprit de conquête et cet esprit de développer de la technique, de développer de la technologie aujourd'hui. Okay. Et l'homme, notamment, tu vois, en philosophie, il y a des gros sujets autour de la conscience. L'homme a conscience de lui-même, l'homme a conscience du passé, du futur, de sa propre mort. Il y a beaucoup de choses dont il a conscience que les autres animaux n'ont pas conscience. Okay. Hormis quelques exceptions, il me semble que les éléphants, du fait qu'ils aient une trompe, sont capables de se représenter le passé et le futur, donc on a la notion du temps. Je savais pas, d'accord. Mais que la majorité des autres animaux, en fait, de la norme, du coup, eux n'ont pas cette notion du temps. N'ont pas forcément cette notion de leur mortalité. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose, je pense, qui aide l'homme. Alors là, je suis pas un spécialiste, mais c'est un peu développer la réflexion. C'est peut-être ce qui aide l'homme aussi à cette notion, cette connaissance de sa mortalité, en fait, d'aller vers quelque chose, en fait, de faire des projets et de pas se laisser vivre, en fait, et de dépasser son animalité. Je sais que Descartes, par exemple, au XVIe siècle, il considérait que les animaux, c'était quasiment c'était de la mécanique. En fait, ils ne fonctionnaient que par instinct, par réflexe. Et du coup, c'est de subvenir à leurs besoins primaires, mais indépendamment de ça, tu vois, un lion qui va chasser, une fois qu'il a chassé, il chill, tu vois. Ouais. Il se dit pas, je vais construire une cabane. Ouais, bien sûr. Il a fait son truc, il a pu faire ce qu'il fallait pour survivre. C'est ça. Et c'est bon. Ok. Alors que l'humain, il est jamais satisfait. C'est un homme malheur aussi, du coup, mais il est jamais satisfait de ce qu'il a. Et du coup, il va toujours aller construire des choses, résoudre des problèmes. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un beau parc à Budapest, on a une super vue là, avec des monuments on pourrait se dire, voilà, comment les hommes sont arrivés au final à construire ces choses-là, alors qu'à la base, on était dans la savane, tu vois, à jouer avec des cailloux. C'est notre insatisfaction, le fait qu'on soit tout le temps non satisfait de ce qu'on a, qui fait qu'on va tout le temps pousser au-delà et qui va nous mener justement à sortir de nos zones de confort pour aller chercher toujours plus, ce qui fait qu'on a une belle civilisation autour de nous, qu'on a des belles choses. On vous fera d'ailleurs des petits plans là vite fait de l'endroit où on est, c'est super intéressant. On a des statues de philosophes et de gens très connus en religion là-bas. On fera ça sur la fin de la vidéo là. C'est intéressant. Ok, donc je reviens du coup sur notre sujet, on s'éparpille très vite en fin de compte, qui était s'émanciper ou non du coup de nos instincts animaux. Donc pour toi, j'ai envie de te dire que c'est quand même, si je comprends bien, un enjeu majeur de l'humain, que de chercher à toujours lutter contre ça. Est-ce que pour toi, c'est quand même quelque chose qui est oui ou non? Est-ce que ça va vraiment être blanc ou noir? Ou est-ce que c'est quelque chose un petit peu comme un curseur que tu positionnes? C'est pas noir ou blanc, c'est un curseur. Et parce qu'on a toujours cette dualité entre la culture et la nature. Alors certes, on a la nature justement d'animal, mais pour autant, en fait, donc avec nos besoins primaires, on a des besoins fondamentaux, des besoins qui sont propres à tous les hommes, qui parfois sont proches des animaux, hein, ce désir de se reproduire, de pas souffrir, de se protéger, de se nourrir. Voilà, ça c'est les communs pour le coup à toute espèce. Par contre, nous on a cette couche de culture qui se rajoute, qui pour moi, la culture aussi a tendance à se transformer en nature sur des horizons de temps relativement longs. Ouais.
mais la culture fait aujourd'hui que voilà, on se développe, on a créé, on a dit précédemment, mais en fait, j'ai l'impression que tout, quand on y réfléchit, tout commence avec ce désir de résoudre des problèmes. Ok, d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment drivé par ça. C'est que nous, à la différence des animaux, encore une fois, quand il y a un problème, on a ce besoin vraiment viscéral en nous de le résoudre. On sent pas bien quand il y a des problèmes, quand on a un problème dans notre vie personnelle, on va essayer, en tout cas je l'espère pour la majorité des gens, de le résoudre. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et au niveau civilisationnel, quand il y a des problèmes fondamentaux, problèmes vraiment handicapants pour le bien commun, on va essayer de le résoudre aussi. Ouais, bien sûr. On voit bien, tu prends le cas, voilà, la crise environnementale aujourd'hui, tu vois, on sent que c'est un problème. Même si certaines personnes... Voilà. Et donc sur cet aspect-là, donc on résout des problèmes, et chaque problème résolu, au final, quand tu regardes, crée de nouveaux problèmes. Ouais. C'est intéressant, c'est que c'est un truc sans fin, c'est comme une malédiction. Alors je sais que Jordan Peterson, il va partir de la Bible, il va dire il y a le péché d'Adam et Ève, et du fait que l'homme a dû se mettre à travailler, et a dû se mettre du coup à travailler pour pouvoir se nourrir, et ça a créé certains des premiers problèmes. Il y a aussi, peut-être que je mélange un petit peu les histoires, mais elles vont quasiment de pair. Il y a aussi l'histoire de Prométhée avec le feu. Ouais. Et le fait qu'une fois que l'homme a eu le feu aussi, il a eu sa première technologie, mais a aussi créé des problèmes. Ouais. Et du coup, mis de but en blanc, tu mets ça sur plusieurs centaines de milliers d'années, et on se retrouve avec des problèmes de plus en plus complexes et des solutions aussi de plus en plus sophistiquées. Ouais. Et moi, je pense pas mal à ça. En fait, je pense que c'est vraiment le drive de l'homme. C'est vraiment en fait une espèce d'histoire un peu des problèmes et des résolutions. Et aujourd'hui, on est dans une exponentielle, on va dire, de problèmes à gérer. Okay. Il y a de plus en plus de problèmes, il y a de plus en plus de technologies pour résoudre à ces problèmes ou de techniques. Et voilà, alors je ne veux pas sortir du sujet, mais j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu sur le... On découle très vite à autre chose, effectivement. Ouais, c'est facile de partir et de le sujet de base. Mais effectivement, en fait, on a toute cette problématique-là. On trouve une solution. Cette solution-là nous apporte d'autres problèmes. Je pense typiquement à toute la technologie qu'on a, les téléphones, les réseaux sociaux, et tous ces trucs-là qui font qu'en fin de compte, c'est censé régler un problème, notamment le fait qu'on n'ait pas suffisamment de connectivité avec les gens qu'on ne voit plus physiquement. Et en fin de compte, on passe du temps sur notre téléphone face à des gens qui sont en face de nous en fin de compte. Ouais. Donc ça a fait l'effet même inverse. C'est ça. Donc du coup, on en perd le but premier de ces choses-là. Vas-y, on pourrait même dire du coup, il y a certaines technologies qui ont été mises dans nos vies les 15-20 dernières années, on va dire avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée des smartphones, en 30 ans pour Internet, 30-40 ans, qui contribuent et jouent sur notre animalité, nos désirs, nos pulsions. Ouais. On voit aujourd'hui, on a des désirs forts, des pulsions d'aller checker notre téléphone, des notifications, d'aller consommer du streaming, de la pornographie, d'aller voir les réseaux sociaux tout le temps. Et au final, c'est quelque chose, on sent que c'est pas bon. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est intéressant, on commence à avoir du recul. On a 20 ans quasiment de Facebook, enfin de réseaux sociaux, disons, 15-20 ans. Et il commence à avoir des comportements un peu de méfiance, de défiance et aussi de gens qui commencent à sortir des réseaux. Mais malgré tout, même ces personnes-là dont j'essaye de faire partie, à certains moments, on a toujours ce urge, je sais pas comment dire en français, mais ce besoin, cette envie, il y a un côté, je sais pas, il y a un appel. Ouais. Et c'est simple, hein. Moi je suis un petit peu dans tout ce qui est neurosciences, la dopamine, c'est ce qui drive l'ensemble de nos comportements et ça a un impact extrêmement fort. Je lisais un bouquin récemment sur l'impact de la dopamine, c'est que lorsqu'on prend quelque chose qui nous fait du plaisir, et en fait on déséquilibre une balance qui crée de la douleur. Okay. Et lorsqu'en fait on vient prendre par exemple, je sais pas, un médicament pour pouvoir nous empêcher d'être trop addicts, effectivement on va pouvoir remonter la balance ici, mais sauf que le moment où on arrête tout, et en fait on a contrebalancé et donc du coup si on enlève les médicaments, pouf, on a beaucoup en fait l'autre côté qui vient prendre le dessus. Et du coup on a l'autre côté qui est la douleur en fait. Okay. Et c'est pour ça que certaines personnes vont trouver une sorte de complaisance dans le fait par exemple d'aller sur quelque chose d'extrême. Le bouquin que je lisais, la nana qui fait ce bouquin, c'est une psychologue qui explique qu'un de ses patients s'est sorti d'une addiction grâce au bain froid. Okay. Il a trouvé une sorte de source de douleur pour pouvoir compenser l'addiction qu'il avait. Enfin bref, je vais pas aller trop loin non plus là-dedans, mais j'en reviens du coup à notre besoin, à notre urgence d'aller vérifier les réseaux sociaux, tous les trucs dont on parlait juste avant. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que là, c'est un petit peu notre instinct justement animal qui nous fait parler du fait d'être toujours envie d'avoir ce plaisir en plus à outrance qui va à l'inverse de nos besoins. Ce qui va vraiment, quand tu as un projet et que tu vas plus privilégier Netflix au fait d'aller bosser sur ton projet, c'est que ça va à l'inverse de ce que tu as réellement besoin. Ah ouais, mais ça c'est un sujet, effectivement, la technologie est en train d'exacerber tout ça. Mais tu vois, il y a j'ai plus la citation exacte, mais il y a même Nietzsche aussi qui disait, tu vois, que c'est le propre de l'homme de devoir dépasser cette animalité. Ouais. Toi, lui, il était complètement d'accord, tu vois, sur le sujet. Enfin, en tout cas, l'angle qu'on prend tous les deux, l'avis qu'on a l'air d'avoir sur ce sujet. Ouais. Pour les raisons notamment que
qu'on a évoqué précédemment. Et lui, il allait même plus loin, il disait que l'homme était destiné à n'être qu'une passerelle entre l'animal et le surhomme. En fait, on n'était qu'une transition. Alors c'est marrant, je ne sais pas si on aille là-dessus, mais il y a tous ces enjeux aujourd'hui, alors qu'on appelle le transhumanisme, ou ce qu'on peut voir avec l'IA, la je commence à avoir des termes, la cyborgisation. Cyborgisation, la transhumanisation simplement. Oui, mais il y a des différents courants, on va dire, qui émergent. Ouais. Et c'est intéressant, tu vois, de réfléchir, tu vois, sur au final, animal qui est devenu homme, qui est en train de devenir robot, tu vois. Il y a un côté un peu. C'est Darwin, en fin de compte, on part d'un poisson dans l'eau. Et de toute façon, peut-être qu'on fermera la parenthèse là-dessus si c'est pas le sujet, mais on est déjà transhumain au sens où on a un téléphone alors qui est extérieur à nous, mais aujourd'hui qui nous permet d'amplifier nos capacités. Les gens qui ont des pacemakers, donc c'est déjà internalisé. Pour les oreilles, je sais plus comment ça s'appelle, les appareils. Les appareils auditifs là pour pouvoir mieux entendre, bien sûr. Il y a plein de choses, et en fait, c'est juste qu'on arrive dans quelques décennies à ce que ça soit internalisé tout ça. Et du coup, l'homme est en train de. Voilà, c'est même plus une question d'animal, c'est que l'homme est en train de se métamorphoser en fait, sous nos yeux là. Complètement. Quand tu prends justement Neuralink là, de Elon Musk, le fait de se mettre une puce, je crois qu'ils sont en train de faire des tests sur les singes en ce moment. Ça fait peur en fait. Moi, c'est un truc qui me fait un peu peur quand même, pas toi? Oui et non, parce que j'ai pas un avis arrêté là-dessus. Tu vois, parce qu'en fait, c'est la discussion. En fait, c'est que si on s'était arrêté à qu'est-ce que l'homme, on s'était posé sur un banc il y a 300 000 ans, on se serait dit bon, on reste des animaux, tu vois, et on n'est pas. Et justement, on n'aurait pas développé ce désir d'aller vers de l'avant. Donc, je dis pas qu'il faut être toujours de l'avant et que le progrès est toujours une bonne chose. En tout cas, le fait d'avancer dans une direction qui n'est pas forcément bonne ou mauvaise, mais en tout cas de toujours aller vers l'avant. Mais en même temps, tu vois, si on est réaliste, en fait, il y a toujours eu problème, chercher des solutions à ces problèmes qui vont engendrer d'autres problèmes. Et aujourd'hui, la technologie, on n'a jamais réussi à aller en arrière, tu vois. Enfin, à notre connaissance, en tout cas. Je sais qu'il y a des théories avec des civilisations cachées, des choses qui auraient été peut-être potentiellement plus avancées avant. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'on connaît de l'histoire, qui est partagée communément aujourd'hui, on est au point le plus avancé. Civilisationnellement, technologiquement. Et du coup, c'est pas que je l'aime, c'est qu'en fait, je me dis, il faut juste accepter qu'on tend vers ça. Et parce qu'on peut un certain temps, ça me rébutait clairement. Tu vois, j'ai du mal à imaginer avec un téléphone qui serait intégré en moi. D'accord. Ouais, effectivement, en fait, c'est un écran. Je sais pas si ça me fera plaisir, mais j'ai l'impression qu'en fait, on tend vers des choses où on va intégrer beaucoup plus de choses dans nos corps. En nous. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on l'accepte parce que c'est fait de manière plus rare et plus externe quand même, où les choses internes sont plus liées à des choses qui sont liées à la survie, alors que demain ça sera lié à l'amplification de tes capacités ou de ta durée de vie. C'est juste qu'aujourd'hui on est plus dans un délire où on va sauver les gens avec de la technologie type un pacemaker, et puis c'est que demain le pacemaker c'est qu'il t'aidera peut-être à tripler ta durée de vie, tu vois. Tout à fait. Et peut-être que là du coup c'est un autre enjeu, mais Le fait d'être immortel, c'est ça, immortel, Le fait d'arriver à pouvoir vivre une infinité de temps, même si un accident pourrait nous faire arrêter la vie, quoi. En tout cas sur la mortalité, et t'en as qui parlent même d'immortalité, est-ce qu'on pourrait y arriver, te recréer derrière à partir de on stockerait ta conscience quelque part et on recréerait un corps, un cyborg en fait, et on mettrait dans là on est dans la science-fiction qui sera peut-être plus bientôt. Après on pourrait poser plein de questions là-dessus, savoir est-ce que du coup ça nous fait rester humain ou pas. C'est l'Homo Deus de Harari, quand il appelle l'Homo Deus. J'ai pas lu ce bouquin, je l'ai, mais donc le surhomme, le transhumain, c'est une nouvelle espèce effectivement. On y tend. Ok, très bien. Moi, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo, du coup, c'est est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à s'émanciper de notre instinct animal pour notre productivité. Donc je sais que tu es un petit peu quand même calé sur la notion de productivité. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça nous sert ou pas? Logiquement oui, parce qu'on a parlé notamment sur tout ce qui est plus contemporain, là, les réseaux sociaux, le streaming, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pornographie, toutes ces choses qui nous donnent de la gratification instantanée. On le sait, tu vois, on n'a pas besoin de parler à titre d'expert là-dessus. Je ne suis pas, mais à titre personnel, en fait, on voit bien qu'on est souvent stimulé par ces choses-là ou appelé vers ces choses-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous prend du temps. Et il prend du temps à quoi? Souvent à notre travail. Et parce que le travail, c'est de la gratification plus différée. C'est quelque chose qui a sacré de la résistance. Comme il s'appelle, je crois que c'est Steven Pressfield qui a écrit un livre, l'art de la... The Art of War, si je dis pas de bêtises. The Art of War. Ok. Et non pas Sun Tzu, du coup. C'est pas Sun Tzu. Non, justement, c'est pas ça, c'est The War of Art. Du coup, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça, effectivement. C'est l'autre, c'est Sun Tzu, The Art of War. The Art of War. Ok. Et ça parle de l'idée de résistance. C'est qu'en fait, quand tu écris, souvent pour les activités créatives, mais de manière générale pour le travail difficile, c'est moins tentant à court terme que d'aller te mater une série, tu vois, ou de faire un truc où tu peux
profiter directement des résultats de tes stimulations, enfin, de l'impact de la stimulation. Alors que travailler pendant 3 heures sur un sujet complexe, l'humain naturellement n'est pas fait pour ça, Bah non. mais culturellement c'est développé ainsi, et c'est ce qui donne aussi, comme on a cette dimension de conscience, et du coup on a c'est toujours ce besoin de direction, de quête de sens. Ben, notre nature ne nous suffit pas, et du coup c'est le fait d'être productif, de créer en fait des choses qui nous rend humains au sens où on l'entend aujourd'hui en fait. D'accord. Et du coup la productivité, naturellement on n'est pas fait pour être productif, mais on est productif parce qu'on a ce besoin de sens aussi, tu vois. Mais alors du coup, est-ce que j'ai envie de te dire, est-ce que si on enlevait toutes ces technologies qui sont à la fois bonnes et pas bonnes, on serait pas justement plus productif? Bah non, parce que alors, d'un point de vue collectif, on a une société qui est plus productive qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Quand on a créé les usines, c'était une technologie. En fait, parce que technologie, c'est pas que de la tech au sens qu'on entend aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une rupture avec le paradigme précédent, on pourrait dire. Et tu regardes, par exemple, c'est ces fameuses images, tu vois, avant, un mec tout seul pouvait faire 3 clous dans la journée, et l'usine peut en faire 10 000. Ouais, tout à fait. Donc on a un niveau de productivité qui est colossal. Internet a encore amplifié ça, l'IA va encore amplifier ça. Donc la technologie, on ne dira pas qu'il faut l'enlever. Tu vois, si on prend d'autres références, tu as le concept du pharmakon de Platon, qui disait que tout technique ou technologie, on dirait aussi aujourd'hui, est à la fois un remède et poison. Ouais, ok, tout à fait. Donc tu prends un couteau, tu peux couper pour manger de la viande, en tout cas couper quelque chose, ou tuer quelqu'un. Oui. Le feu peut te réchauffer ou brûler une forêt. Ouais, même une arme. Une arme, enfin tu prends n'importe quel objet en fait technique et il peut faire le bien ou le mal. Ouais. Donc la technologie, elle est censée être neutre. Alors elle ne l'est pas tout à fait parce qu'effectivement, tu as des entreprises qui ont des intérêts économiques, d'influence, sur plein d'aspects. Donc c'est sûr que Facebook ne veut pas ton bien d'un point de vue santé mentale, quand lui il a un besoin de te faire cliquer, de te faire rester sur la plateforme. Donc il n'est pas neutre à 100%, mais pour autant la technologie en elle-même est neutre, tu vois. Après c'est l'usage qu'en font les hommes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc entreprise et humain au sens individu, quoi. Donc j'enlèverai pas la technologie pour être plus productif. Par contre, faut apprendre à l'apprivoiser. Et tu vois, il y a des gens qui le font très bien, tu vois, qu'on peut référencer. Je pense que tu en as peut-être même déjà parlé. Il y a des gens comme tu lisais, même récemment, Cal Newport. Il y a un livre sur le minimalisme digital qu'il a écrit, qui te donne justement comment te réapproprier ta vie digitale, comment moins être le serviteur, on va dire, de la technologie. Tout à fait. Et voilà, de bien choisir les outils qu'on utilise, de mettre c'est malheureux, mais on en arrive au stade où il faut mettre effectivement des règles, des usages, enlever certains outils, faire des détox. Tu vois, c'est des choses, en fait, on n'aurait jamais pensé avant que faire des dopamines détox, en fait, peut-être, je sais pas, tous les 2 mois, par exemple, peut t'aider on va dire, à sortir de cycles négatifs que tu peux avoir avec la tech. Tout à fait. Non, c'est clair, oui, bien sûr. Le fait de faire en fait cette abstinence de dopamine, de dopamine, permet justement de retrouver cet équilibre dans la balance. Ne serait-ce qu'une soirée en vrai. Moi, ça m'arrive de faire des soirées où je me dis à 18h, 19h, allez, je coupe tout. Et c'est pas beaucoup, mais ça va être 3-4 heures sans tech. Ça peut l'air ridicule, mais dans ma vie actuelle, c'est très rare. Et dans la vie de beaucoup de gens. Et du coup, je sens les bienfaits, et je me sens plus serein, plus reposé au moment d'aller me coucher, et je me sens mieux le matin en me réveillant aussi. D'accord, ok. Donc juste le fait d'avoir coupé le soir les écrans, toutes sortes de dopamine, je sais pas. Entre 3 et 6 heures avant de dormir. Le porno et tout. Voilà, bref, toutes ces sources de dopamine. Et d'ailleurs, pendant ça pourrait être un autre sujet, mais pour moi, c'est un des grands fléaux. Et tu vois, j'arrive aujourd'hui à contrôler, voire à annihiler quasiment complètement ma consommation. Et l'impact est monstrueux aussi. Bien sûr, je pense bien. Et pareil, Netflix, j'utilise quasiment plus Netflix. Ce genre de stimuli, j'en ai quasiment plus. De toute façon, c'est une habitude. À partir du moment où tu commences une chose, on a ce besoin d'aller un petit peu plus. C'est le principe de la dopamine, c'est que quand tu mets plus dans la balance, il en faut toujours plus pour pouvoir arriver en fait à cet équilibre que tu vas avoir pour ton plaisir. Et donc du coup, le fait d'aller consommer un porno, t'en fais de consommer un deuxième, un troisième, quatrième, 5, 10, 15, 20, 100, jusqu'à t'isoler complètement et puis faire en sorte que tu deviennes une pauvre larve dans ton lit à quasiment rien foutre, quoi. Malheureusement. Et c'est là où où c'est intéressant, c'est que pour moi, tous ces outils-là qu'on a peuvent être bons ou mauvais, et il faut savoir juste se les approprier, savoir bien les utiliser et faire attention à ne pas aller dans l'excès pour justement arriver à cette notion de productivité. Et donc c'est là où on en vient à dire que s'émanciper de ces instincts animaux nous permet justement d'arriver à contrôler cette technologie qui peut aller vers le mal si on ne sait pas l'utiliser, pour ensuite nous aider plus que nous défavoriser. C'est ça. Toi, comment on utilise un second cerveau? On est sur Obsidian.
J'utilise Notion aussi. Ouais. Toi, c'est des outils aujourd'hui, alors on peut mal les utiliser, mais c'est des outils qui sont plus là pour faire le bien de l'individu. Ouais. Ça peut t'aider à développer tes projets, à mieux gérer tes connaissances, à les Carrément. utiliser de manière intelligente, de manière originale aussi, connexion guidée pour Obsidian. Ouais. Donc soit la tech ne produit pas que des produits, on va dire, qui desservent l'humanité. Enfin, desservent pas l'humanité, mais desservent l'humain. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer souvent le collectif a un chemin qu'il prend pour qu'un système, ou en tout cas pour qu'une civilisation survive. C'est souvent baqué par des enjeux économiques et sociaux, mais surtout économiques. Donc capitaliste, voilà, qu'on peut critiquer, mais en tout cas qui fonctionne aujourd'hui pour que la société tienne. Ce qui ne veut pas dire que ce capitalisme, par exemple, si on prend ce cas-là, favorise le bien-être ou le bonheur de l'individu. Ça veut juste dire que collectivement, ça tient bien comme ça, jusqu'au jour où il se fasse remplacer. Tout à fait. Ou pas, mais en tout cas, c'est l'histoire, on verra. Et par contre, l'individu, lui, c'est pas qu'il s'est prêté à débat, mais n'est pas forcément toujours le grand gagnant de justement cette quête de productivité aussi. Parce que donc, sur la productivité, je dirais donc, que je pense qu'on est plus productif. En fait, j'ai du mal à me mettre à la place d'un mec du XXe siècle quand même. C'était difficile. Tu vois, du coup, si je continue mon argument, je vais te dire, je ne sais pas me mettre à la place de quelqu'un qui a vécu au XXe, au XIXe ou XVIIIe. Il y a un livre d'ailleurs qui m'a pas mal fasciné, qui s'appelle Daily Rituals de Mason Curry, qui décrit les routines d'artistes, entrepreneurs, pianistes, compositeurs du XVIIe, XVIIIe au XXe siècle. Et du coup, des gens qui n'avaient pas justement ces enjeux de comment gérer la technologie, comment gérer Internet, comment gérer les stimuli en masse. Et ils avaient leurs propres problèmes, donc les sollicitations par exemple. Mais tu vois, eux, par exemple, ils essayaient de structurer leur journée pour gérer leur correspondance, on appelle ça, envoyer des lettres, des mails pour nous. Comme on fait aujourd'hui à certains moments de la journée. Donc ils avaient déjà des enjeux quand même de comment je structure ma journée pour être productif, ou ils avaient tout simplement un job parfois, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais la plupart, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, la plupart des grands inventeurs, la plupart des personnes qui ont influencé notre monde actuel, souvent ne faisaient pas le métier pour lequel ils sont connus. D'accord, ok. Parce que, tu vois, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais que qu'est-ce que je pourrais prendre je sais pas, un écrivain qui me vient, mais c'est pas forcément bien, non, mais Charles Bukowski, par exemple, l'écrivain qui est très marrant, très sympa, je sais pas si t'as déjà lu. Non, je t'avoue que non. Allez voir Charles Bukowski, ça parlera à certaines personnes, c'est un écrivain qui parle beaucoup de femmes, de ses rapports avec les femmes et d'alcool. Enfin, c'est rigolo à lire quand t'es au début de la vingtaine ou quand t'es ado, tu vois. Et ce gars-là, en fait, il a mis 20 ans, avant 30 ans même avant de pouvoir être écrivain à temps plein. Et ses meilleurs livres, il les a écrits quand il était postier. Ah oui, d'accord. Mais tu as plein d'exemples comme ça. Hein. Il me semble que même les inventeurs de. Niklas Luhmann, celui qui a sociologue. La méthode de Castle, dont on se base pour pouvoir utiliser Obsidian. Le mec était juriste, il bossait jusqu'à 17h, il rentrait chez lui, il lisait, il prenait des notes, et puis après il a créé du coup son système. Son système, mais en fait il a surtout adapté son système, puis après il a surtout écrit une thèse, il a pris 30 ans. Donc voilà, il y a plein d'exemples effectivement de gens qui font ça en dehors de leurs activités. Il semble qu'Einstein avait un travail sur le côté aussi. Okay. Enfin, c'est quasiment le cas. En réalité, c'est même plus la norme que l'exception à cette époque-là. Mais pour revenir à la productivité, c'est des gens qui avaient déjà du coup ces questions de comment organiser son temps, comment protéger son temps. Et du coup, ça me fait revenir sur notre époque. En fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est on se fait bombarder de stimuli de tous les côtés. C'est comment je protège mon temps, comment je protège mon attention, ma concentration. Et c'est un enjeu capital. Et ça va même au-delà de la productivité. C'est au-delà de ton bien-être, comment tu te sens au quotidien. Ta sérénité, c'est bien au-delà de ce que je produis plus à la fin de la journée. Tout ça, ça a un impact aussi sur l'estime de soi, sur le bonheur qu'on peut en avoir derrière. Et in fine, tu es plus productif parce que tu as l'esprit plus clair, donc tu sais ce que tu dois faire. Tu vas pas aller checker ton téléphone toutes les 3 minutes. Et, focus. Mais c'est devenu, tu vois, je regarde pas mal tu vois, si on parle de cas concrets, tu vois, je travaille beaucoup dans les cafés. Et du coup, je travaille beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants autour. Bien sûr. Et alors, je vois plusieurs choses déjà, tu vois, c'est que j'ai 2 exemples, un positif, un négatif. Le négatif, c'est qu'ils sont incapables, mais comme le moi parfois d'ailleurs, certains matins, de rester concentrés plus de 5-10 minutes et ils vont checker beaucoup leur téléphone. Attention. Où tu sens qu'ils ne travaillent pas vraiment en fait, et le niveau en fait, ils restent pendant peut-être parfois toute la journée dans un café, mais le niveau de production de l'output final n'est pas très fort en fait.
Et ils ont l'impression de tout le temps travailler, mais tu sais, c'est le fameux, tu vois, tu fais ta disserte et puis en fait, tu as passé ta journée à faire une disserte et tu aurais pu la faire en 2 heures, mais ça t'a pris 8 heures parce que tu as passé la journée sur Facebook, quoi. Loi de Parkinson. Donc il y a ça. Et il y a un autre usage que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, moi, c'était quoi, il y a 10 ans quand j'étais étudiant, en tout cas, le peu d'études que j'ai fait sérieusement, quand j'étais joueur de poker, plus. Mais en tout cas, quand je voyais les gens qui étudiaient sérieusement, on était sur notre ordinateur ou sur un carnet. Aujourd'hui, tous les étudiants quasiment ont le combo tablette et avec le pencil, l'iPad pencil et l'ordinateur, ce qui crée une manière d'étudier qui est différente. Complètement. Alors nous, on pourrait dire que tu as les 2 écrans chez toi, mais c'est encore un peu différent parce que du coup, il y a un usage, comme toi que tu as Remarkable, tu as l'usage un peu main et en même temps digital, donc facilité de te déplacer ou de supprimer des trucs, et puis l'ordinateur qui permet d'avoir un écran. Et du coup, je pense que la manière d'étudier, quelqu'un qui révise ses cours aujourd'hui ne révise pas pareil que nous il y a 10 ans. Ouais, mais il y a du positif et du négatif. Le fait de pouvoir écrire à la main, tu as une meilleure rétention en fait en termes de mémoire, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Il y en a qui le font pas mal aussi. Ouais, il y en a qui le font pas mal. Donc le fait d'écrire à la main, donc top, allez-y si vous pouvez le faire. Le seul hic, c'est qu'en fait on a beaucoup d'écrans, beaucoup de pubs sur nos tablettes. Tu as toujours un petit truc à côté sur ton logiciel de prise de notes où tu vas avoir une pub pour pouvoir voir quelle est la dernière chaudasse qui te demande, tu sais, qui a envie de toi, quoi. Bref, tu vois les trucs bêtes, quoi. Alors que tu prends un outil spécialement fait pour ça, je prends notamment la Remarkable, elle est juste là, t'as pas de pub dessus. Vous voyez, il y a 0 pub dessus, vous n'êtes pas distrait, vous avez rien. Donc ça, c'est pour ça que personnellement la Remarkable, je l'aime beaucoup. Elle rentre pas trop mal dans mon système. Donc du coup, JC, maintenant je vais te proposer de faire une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à notre visionneur, c'est ça qu'on dit, un viewer? Je crois que c'est viewer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait pour pouvoir déjà commencer par s'émanciper et pourquoi pas quelques petits conseils de productivité dont on va reparler ensemble bien sûr. Je pense que dans ce qu'on s'est dit, c'est accepter effectivement la nature de l'homme, elle est ce qu'elle est. On a expliqué pourquoi en fait on avait ce besoin de la dépasser. C'est un besoin qui est presque naturel aujourd'hui. En fait, c'est de la culture, mais c'est devenu une couche c'est presque de la nature. En tout cas, ma manière à moi de voir la nature. Aujourd'hui, on a cette conscience qui s'est développée. On a ce drive, ce besoin de résoudre des problèmes, de trouver du sens à sa vie. Ça passe du coup par la réalisation de projets. Et du coup, des projets, ça passe par la productivité. Et la productivité, ça passe par la capacité à créer un espace pour être productif. Complètement. Donc là, on synthétise un peu le chemin, on va dire, qui fait qu'on a ce besoin. Et après, les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de se créer, si possible, un environnement contrôlé de qu'est-ce que j'utilise comme application. Avoir à chaque fois un usage précis de dire j'utilise Instagram pour telle raison. Par exemple, je pourrais dire moi j'utilise Instagram pour poster quelques stories pour alimenter du contenu pour ma communauté, mais je vais le faire à des moments précis. C'est presque devenu comme une routine d'habitude. Je sors de la salle de sport, je mets sur une photo de ma séance de sport. Mais je ne vais pas passer ma journée sur Instagram. D'accord. J'évite au maximum d'utiliser Instagram, par exemple, pour la communication par message. Parce que sinon, je passerai ma vie sur Instagram et je serais intéressé par les photos. Ton prix est hooked, en gros. C'est ça. Allez vérifier. Donc, un outil, une application, un usage précis. Régulièrement faire des dopamine détox. Donc, se dire, ça peut être une soirée, ça peut être 3 jours, une semaine. Ou pareil, on crée des règles. Je n'utilise pas ces outils pendant la semaine. Ceux que je peux utiliser ou les applications pour tel usage et seulement pour tel usage. Alors je fais juste une petite parenthèse, dopamine détox, donc du coup c'est surtout lié à tout ce qui est Netflix, téléphone, ordinateur, toute technologie quasiment. Technologie en général, parce qu'en fait il y a plein de sources de dopamine, c'est pour ça il faut, je pense, recibler vraiment sur ce qui va nous prendre le plus de temps en fin de compte. Ça peut aller plus loin, ça peut être même sur certains types de relations que tu as. Toi tu pourrais dire par exemple, je sais pas si tu vois des filles par exemple, tu pourrais te dire, ou des gars pour une fille, pas de rencontre pendant une semaine, tu vois. D'accord, ok. Ça peut faire partie de la dopamine détox en fait. Et par exemple la lecture, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça rentre dans la dopamine détox ou pas? Si t'es accro à la lecture et que c'est une fuite, ça pourrait être enlevé aussi, pour créer de l'espace. À l'inverse, il y a des gens qui ne lisent jamais, pourraient profiter de ce temps pour mettre en place de nouvelles activités, dont la lecture. Ce que Ken Laporte appelle les loisirs de qualité, c'est je remplace un loisir neutre ou négatif, comme regarder la télé par exemple, qui a été prouvé que scientifiquement que ça Quoi? Ça rend plus idiot, j'imagine. C'est pas que ça rend plus idiot certainement, mais ça lorsque tu regardes, mais que dans ce cas il y a un impact neutre, voire maintenant négatif. Ils ont analysé sur le niveau de bien-être des personnes. Alors qu'on pense souvent que c'est quelque chose qui va nous détendre. Alors en fait, ça stresse plus qu'autre chose la télé. D'accord. Et remplacer par exemple la télé par la lecture pendant une semaine. Et après les gens verront leur rapport à la lecture, mais de remplacer des loisirs négatifs ou neutres en termes de bien-être, on va dire,
capacité à générer de la sérénité, du sens à ta vie, à quelque chose qui te donne beaucoup plus de plaisir, pas de plaisir, mais du coup de sens en fait. C'est ça, le mot plaisir est important. Fais une petite pause. Vas-y. Parce que... Putain, pète couille. Du coup, je continue, JC. Les 3 premiers conseils qui sont là, ils sont super intéressants. Est-ce que tu auras un conseil à nous dire comment est-ce qu'on fait pour pratiquement s'émanciper justement de cet instinct animal? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Tu pourras pas t'émanciper, je pense. Ok. Mais comme on l'a dit, je pense que c'est l'acceptation, c'est déjà la meilleure chose à faire. On est comme ça. Comprendre qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont jouer sur ça pour te faire craquer, pour te stimuler. Et je pense que moi, ça va être plutôt des outils de développement personnel, on pourrait dire, des outils du style de visualisation. C'est est-ce que si je continue, tu vois, à être amorphe, à procrastiner, justement parce que je n'arrive pas à dépasser ma condition animale, mes pulsions, à quoi va ressembler ma vie quand j'aurai 80 ans, par exemple. Est-ce que je serai fier de moi? Quel regret je vais avoir? Quelle est la version vraiment que j'ai envie de développer de moi-même? Tu vois, c'est des vraies questions de développement personnel. Donc travailler sur le pourquoi en fait, on doit faire. Je pense qu'il faut travailler sur le pourquoi et c'est pour ça moi je crois beaucoup à la résolution de problèmes, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, la création de projets, parce que le pourquoi peut être quelque chose d'assez stressant pour les gens, il faut trouver un grand pourquoi. Je pense qu'en fait la vie c'est une succession de petits pourquoi qui peut-être se complexifient, sont plus ambitieux, voilà, sont de plus en plus gros, mais tu vois par exemple un premier pourquoi ou première mission, j'aime bien dire une sorte de projet de vie, mission personnelle, peut être aussi simple que résoudre mes problèmes d'argent cette année. Par exemple, tu peux dire ouais, moi cette année je vais résoudre mes problèmes d'argent, c'est un problème que je dois résoudre, quels sont les projets que je vais mettre en place pour résoudre ces problèmes d'argent, et du coup ces projets vont créer de nouveaux problèmes, et du coup ça donne du sens à ton quotidien. Et moi c'est ce que je conseille aux gens, c'est ce que je fais avec moi-même, donc je pense que c'est une bonne approche. Bon, bah ça nous fait 4 jolis conseils. Merci pour ça, JC. J'espère que ça t'a plu de venir sur la chaîne. Je sais que pour l'instant, elle n'est pas encore hyper grande, mais j'espère que... écoute, on pourra dire, j'étais la première interview de la chaîne ou pas? Première interview de la chaîne, du coup, là, ça fait un bon mois, là, quasiment, là, que du coup, j'ai tourné des vidéos. On est le 28. De toute façon, vu le travail que tu mets dessus, voilà, je doute pas que cette chaîne décollera d'une manière ou d'une autre. Ouais, je pense effectivement, on va voir ça, mais carrément. Bah écoute, merci JC, je te serre la main, c'était un plaisir. Et merci puis, je vous laisse sur des petites vidéos de Budapest, là, sur un petit des petites visuals qu'on va faire là. Et puis, parce que nous on est bien, mais malheureusement ils sont pas avec nous. Voilà, ça. Allez, merci à tous, bye, à bientôt, ciao. Donc du coup, voilà, on était au jardin des philosophes, avec ça en fait, où il y a plusieurs philosophes là qui ont des noms. Alors je sais pas, les noms sont pas marqués là. Si, ils sont marqués là, hop. Ici, là, sur les côtés. Hop. Jésus-Christ. Ah, bon, là, on a Jésus. D'accord. Bouddha. Hop, ouais. Gandhi, juste là. Probablement un des plus connus avec les deux là. Hop. Voilà. Là, je crois qu'on a des Chinois. Lao Tse. Et là, qui on a? Abraham. Voilà. Donc voilà, c'était notre petite vidéo dans le parc des philosophes avec JC. Donc voilà un petit peu là où on était. Hop. Avec JC ici là. Hop. Voilà. Petit endroit sympa. Il faisait super beau en plus. Donc voilà, vous avez une petite idée de comment est notre vue depuis là, l'endroit où on tournait. Avec des groupes de touristes à côté. Voilà.